mais il a peur de blesser les gens. Mais si les gens croient en des choses qui leur font du mal eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui se blessent, pas lui. C'est ça dont il a peur. Il souffre pour les gens. Quel est le but de cette vie que tu as vécue? Hmm. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir de l'action, d'autres sur lesquelles on ne peut pas avoir d'action. Quelque part, on me dit que il y a une part de moi qui choisit ce destin en choisissant de répondre à la colère face à, à la tristesse qui a été créée par les gens brûlés. Parce que c'est pas moi qu'on brûlait dès le début, donc c'est ma réaction qui a amené ça. J'étais en colère, je pense. Et ça a posé problème. C'est ça qui a amené à... C'est comme des graines ensemencées. À partir du moment où tu fais une action même, si ton quotidien est parsemencé, la graine de la colère amène à quelque chose. Et le problème, c'est que dans ces temps-là, en fait, bah, une simple graine de violence prend une ampleur extraordinaire. J'imagine qu'il aurait fallu agir différemment, mais pas sous la colère. Et, et c'est peut-être ça qui m'a amené dans la prison et du coup de vivre autant de souffrance. C'est d'avoir une vision trop humaine des choses, dans le sens où on sait ce qui se passe sur l'humain, on sait ce qu'il a. C'est pour ça qu'on vient. L'idée, c'est pas de programme, c'est pas de faire tout faire en une vie. La question ne se pose pas. C'est, c'est agir au mieux dans chaque vie possible pour que ça puisse aller dans un sens. Et parfois, on est simplement plus exposé à la souillure dont l'homme a été touché, mais c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut faire attention. Il y a des temps, des moments, dans certaines vies où on est plus proche et il ne faut pas faire certaines choses pour éviter d'être soi-même touché par ça. Et parfois, ça passe par le silence. Donc, je dirais que c'était ça le problème. Finalement, c'est pas que c'est ma faute, mais c'est de ma responsabilité. Ça, c'est dur à entendre, car ça veut dire qu'on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs. J'ai pas l'impression d'avoir fait une grande erreur. Ils ont quand même, ils ont quand même, tu vois, c'est ça le terme que j'ai, ils ont quand même tué quelqu'un d'important pour moi. Ils l'ont brûlé. Mais elle n'est que morte et remontée, elle n'est pas. Et c'est humainement que je l'ai pris personnellement, humainement. Et c'est là le problème. Je me suis attaché, en fait, dans le sens où je sais ce que représente la mort, ou en tout cas j'aurais dû le savoir. Et en fait, c'était bien sûr qu'elle a souffert et beaucoup de souffrance, mais ce n'est pas la colère, tu vois, qui aurait dû naître en moi. Et c'est là où ça s'est joué. Mais quand je dis la colère, c'est que je n'ai pas eu d'action mauvaise, mais je me suis exposé beaucoup trop, et donc j'étais prêt à assumer les conséquences, mais bon, j'étais pas prêt à assumer un tel niveau de conséquences, j'imagine. Ah bon, voilà ce qui m'est dit. Très bien. Et maintenant que tu comprends tout ça, est-ce que ça a un quelconque impact sur cette blessure au niveau de l'âme? Je comprends que je comprends si j'avais pas compris où est-ce que j'avais mal fait, si tu veux. Où est-ce que j'avais pris la mauvaise décision et ma réaction est c'est très difficile hein, de se rendre compte que de pas réagir à ce genre d'émotion-là, c'est très humain hein, d'avoir une réaction comme celle-ci. Mais j'avais la responsabilité de pas le faire. En tout cas, je suis libre, hein, j'avais le droit de le faire, mais j'en assume les conséquences. Donc, c'est que être humain et réagir comme un humain, c'est pas une excuse. En tout cas, pas dans ce schéma-là. Et la conscience, c'est tout le temps, à chaque seconde, à chaque instant. Et ne pas le faire, bah, c'est en récupérer les conséquences. C'est pas une punition. Maintenant, j'en ai conscience. Je sais quel choix amène à quoi. Même si je pense quand même que je l'ai payé très cher quand même. Ça explique pourquoi je préfère pas
trop m'étaler sur ce que je suis ou ce que je fais. J'ai du mal à savoir où est-ce que est la limite maintenant, par peur de représailles. Et c'est ça le problème. Finalement, c'est une question de confiance. Je pense que mon avis a du coup été, la conscience que j'avais a été terrassée, pas terrassée, mais profondément chamboulée au moment de cet événement-là, de cette brûlure, cette grande tristesse, de cette brûlure du feu qui a été fait. Et que, en fait, les émotions ont pris le pas sur la capacité à pouvoir prendre une décision consciente. Et donc d'écouter, en fait, ce qui m'était dit de faire, plutôt que de réagir personnellement, par la réaction. C'était imprudent. Voilà. Et donc, quelle est la leçon derrière tout ça? La leçon, c'est lorsque tu restes en conscience et que tu restes en confiance sur ce qui t'est donné, on te donnera on te donnera le meilleur chemin pour arriver là où tu dois arriver. Mais tu dois comprendre que tes actions humaines, en fait, n'ont pas la place dans ce qui t'est donné là. Tu peux le faire, mais tu t'exposes à des répercussions que tu ne veux pas. Il faut comprendre que c'est une sorte, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu peux pas, comment dire, c'est un peu le choix de l'humain que tu as choisi, quoi. En tout cas, dans cette vie-là, c'était dans le sens où j'avais la capacité d'avoir accès à des connaissances pour faire évoluer l'humain. C'est là d'où vient cette notion-là, c'est que on te donne pas des choses pour rien. C'est pas du hasard. Si tu as la capacité de pouvoir agir sur l'humain, c'est-à-dire amener vers quelque chose de plus conscient, c'est un pouvoir qu'on te donne. C'est pas lié à toi. C'est pas une question d'ego. Quelque chose qui t'a été donné pour quelque chose de plus grand. Pas pour toi, pas pour par rapport à un but personnel. Et donc, c'est comme un talent. Et ce talent-là, il t'appartient pas. Il n'a jamais été à toi. Il t'est donné pour quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est pas toi qui choisis pourquoi. Ça veut pas dire que tu n'auras pas de plaisir à pouvoir le faire. Mais il t'est donné pour quelque chose. Il faut que tu écoutes ce pourquoi. C'est un peu comme cette notion d'autorité divine. Il y a parfois une autorité qui peut être mauvaise, mais là, c'est pas ça. Il y a des règles, et parfois il faut respecter ces règles pour pouvoir avoir des choses. Et là, c'est ça. Et donc, la leçon ce n'est pas parce qu'on est humain qu'il faut réagir ou garder ce point de vue humain. Donc, de ce point de vue que tu as là maintenant, comment est-ce qu'on peut gérer des situations où l'émotion est tellement forte qu'elle prend le pas sur la conscience? Qu'est-ce que tu aurais Ne, pu faire autrement? ne jamais réagir sur l'émotion. L'émotion est une énergie qui nous submerge, c'est une réalité. Mais elle ne sert absolument pas à l'action directe. Elle sert à l'action directe uniquement en cas de survie, c'est une réalité. Elle sert à pouvoir agir pour pour comment dire, pour survivre. Mais le problème, c'est on cristallise l'émotion et du coup, la survie revient dans des situations où c'est plus le cas. Lorsqu'une personne prend un couteau pour pouvoir te tuer sur l'instant présent, l'énergie qui t'est donnée par l'émotion, elle te permet de réagir et de pouvoir avoir suffisamment de force pour faire ce qu'il y a à faire. Même si finalement, c'est pas vraiment toi qui agis. T'en es juste observateur, c'est la réalité. Mais comme l'esprit l'assimile à lui-même, il considère que du coup, cette émotion-là, c'est véhiculé par la peur. Il n'y a pas besoin de vivre forcément cette vie-là, mais la peur qui est utilisée et qui crée une émotion très forte en soi, la transporte en dehors des endroits où elle devrait être présente. Donc cette émotion forte est présente là, cette énergie est là, et elle te demande d'agir, mais en fait, tu n'as pas à agir, tu dois la laisser disparaître, elle doit se dissoudre. Hmm. C'est ça le problème. C'est qu'on déplace l'énergie émotionnelle, et il y en a qui s'en servent très bien, puisqu'ils y font naître cette émotion facilement. Et le but, c'est d'être en permanence sous cette émotion pour faire des mauvaises actions, ou en tout cas pour utiliser cette énergie pour faire des choses. Et donc l'idée, c'est d'être en dehors de cette action émotionnelle. C'est pas que l'émotion est mauvaise, c'est pas ça. C'est qu'en tout cas, elle permet pas d'être pleinement en conscience. Et ça, ça, c'est un fait. Et donc sortir de cette émotion-là, quitte à devoir prendre du temps, hein. C'est pas une question de temps. Personne n'oblige les gens à régir à la seconde, au mois, mais jusqu'à que l'émotion puisse redevenir à un niveau stabilisé, là, alors tu peux agir. C'est là où l'humain doit faire attention. Réagir sur l'émotion n'est jamais bon. Et c'est là l'action qui doit se faire. Et c'est là l'erreur, ouais, Nicolas.
Il n'avait pas à agir sous l'émotion, bien que l'émotion soit très forte. Il aurait dû laisser le temps. Et c'est le temps qui n'a pas été bon. Donc, en effet, la conclusion à laquelle tu es venu, c'est les émotions sont humaines, mais elles ne sont pas bonnes guides pour une action consciente, pour dire pour entendre ce qu'on nous dit là-haut, ce qu'on nous dit à l'intérieur. Elles créent une sorte de, c'est comme un raz-de-marée, tu vois. Il faut attendre qu'il y ait plus d'eau pour pouvoir reconstruire quelque chose, sinon tu construis dans l'eau. T'étonnes pas que ce que tu mets dans l'eau finit par se noyer. C'est ça. Même après que la vague soit passée, il reste beaucoup d'eau. Et tant que l'eau n'a pas été absorbée par la terre, il n'y en a rien qui pourra pousser. Et même pendant plusieurs années, si tu considères qu'il y a du sel, c'est une autre histoire. Mais la symbolique est importante. C'est ça, cet aspect-là. C'est parfois, on aimerait agir parce qu'en tant qu'humain, bah, la temporalité n'est pas la même. Attendre 20 ans pour agir semble improbable pour un humain. Mais ça lui aurait peut-être évité de souffrir autant, ou en tout cas d'en voir les conséquences d'une action comme celle-ci. Peut-être c'est l'aspect de la patience. Mais la patience, elle naît aussi du fait d'agir. Et dans cette vie-là, Nicolas choisit de pas agir. Il patiente, mais c'est pas l'heure de patienter, c'est d'agir. D'accord, donc il est allé dans l'autre extrême pour contrecarrer cette vie où il a agi et la catastrophe est arrivée. Et donc, il choisit de ne pas agir pour éviter cette catastrophe. C'est ça. Il est inactif. Hmm. Il attend, tu sais. Oui, donc ça le sauve de réagir émotionnellement et de créer un problème. Mais donc, comment est-ce qu'il pourrait se placer face à ça? Tu sais, il avait une question de savoir pourquoi il a vécu ça dans l'enfance, mais c'est que ça lui a donné la capacité aujourd'hui de ne pas réagir dans ses émotions. Bien qu'il soit une personne émotionnelle comme n'importe qui, il a vu ce que c'était la colère. Et il l'a bien vu. Et il sait qu'est-ce que c'est de réagir sous l'émotion. Ça a imprégné son enfance, ça a imprégné l'ensemble de sa vie, en fait. Il sait les répercussions, en fait, que ça peut avoir. Donc, le problème, c'est que il a choisi cette incarnation et ces modalités d'incarnation à raison. Il n'aurait pas, dans cette vie-là, il peut pas faire la même erreur qu'il a fait dans l'autre. Il n'est pas du tout impulsif. C'est absolument pas sa caractérité ni sa personnalité. Donc, il y a peu de chances qu'il puisse agir de la même manière qu'il l'a fait dans son ancienne vie. C'est volontaire. Mais le problème, c'est que maintenant, il ne choisit de plus agir. Il a peur d'agir. Il a peur d'être réellement qui il est, de- d'assumer qui il est, sa façon de penser, sa vision des choses, son positionnement. Et donc, pourtant, c'est ce qui lui est demandé maintenant. Hmm. Parce qu'il semble avoir accès quand même à une certaine sagesse, une certaine connexion qui pourrait être valable pour l'humanité. Accès, oui. Et donc, quelle serait cette mission de vie dans cette incarnation actuelle? Hmm. Le caractère de mission de vie, c'est pas précisément, mais c'est que il faut savoir que d'un point de vue plus haut, on a une vision de ce qui pourrait être fait et ne pas fait, ce qui doit être fait à un moment précis et pas. La mission est assez, c'est un peu comme, c'est pas de l'instantané, mais si on devait définir une mission, en quelque sorte, ça serait d'écouter ce qu'on lui dit. Ça, c'est une Hmm. mission, de faire ce qu'on lui demande. Dans le sens où les choses se vivent dans le présent à chaque instant, chaque chose bouge et une mission factuelle dans un mot n'a pas vraiment de valeur. C'est pas, ça serait pas dire ce qui est la réalité. Donc, factuellement, il y a des choses qui a besoin à certains moments et s'il est suffisamment proche pour pouvoir le faire, ou en tout cas, il a la possibilité de le faire, alors ce sera à lui de le faire. Sinon, ça sera à quelqu'un d'autre de le faire. Mais s'il devait y avoir une seule mission, c'est écouter ce qu'on lui dit. Il y a un message, doit transmettre ce message. C'est ça sa mission. Et comment est-ce qu'il peut mieux vous écouter et pas rester encombré par l'ego? Il il doit considérer que l'humain a tendance à croire que la vision qu'il a de l'humain est la réalité de l'humain, mais c'est pas ça. C'est pas, c'est pas de penser comme un humain. En fait, le problème c'est que la pensée de l'humain a été limitée dans sa capacité de voir les choses. L'humain est normalement profondément connecté au divin.
il en est le récepteur et la capacité à pouvoir agir. Mais on a limité ce qu'était la pensée humaine. Donc oui, il doit penser autrement que comme un humain. Parce qu'aujourd'hui, la vision qu'on a de la pensée humaine est trop limitée. Il doit s'émanciper de cette vision-là. Et tout à l'heure, on parlait de devoirs, mais ce sont des devoirs qui sont les lois des hommes. Il, il faut qu'il comprenne que, et ça, il le sait, les lois des hommes ne sont pas les siennes, ni même de celles de tous les humains. Mais chacun a fait avec son propre parcours et ce qu'il a à faire. Mais dans son cas, Nicolas, ces lois-là ne sont pas les siennes et les choses s'arrangeront pour qu'elles puissent être faites. Il ne créera pas de souffrance en choisissant les choses qui doivent être faites. C'est une réalité. En tout cas, pas une souffrance, pas une réelle souffrance. Soit un apprentissage pour certains, soit une évolution spirituelle pour d'autres. Mais il a peur de blesser les gens. Mais si les gens croient en des choses qui leur font du mal eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui se blessent, pas lui. C'est ça dont il a peur. Il souffre pour les gens, mais c'est les gens eux-mêmes qui doivent gérer leurs capacités, leurs propres limites. Si Nicolas leur reflète ses propres limites, est-ce que c'est sa faute à lui? Est-ce que c'est une solution d'inhiber complètement qui il est pour ne pas faire refléter aux gens ce qu'ils sont? Ça n'a pas de sens. Les natures des choses sont comme ça. Au même titre que les animaux, ils ne changeront pas pour ce que nous, on sait, qu'on est. On agit en conséquence. On sait qu'un chat n'ira pas se nourrir, donc on devra le nourrir. Accepte cette fait-là et accepte, et tu l'as accepté puisque tes chats, c'est toi qui les nourris et t'acceptes qu'ils ne savent pas forcément se nourrir tout seuls pour l'instant ou ils ne chassent pas pour se nourrir. Donc tu l'as accepté. Donc les gens devront accepter qui tu es. C'est comme ça. Et tu peux pas enlever la responsabilité des gens de grandir, de devoir faire ce choix-là. Tu peux pas leur enlever cette responsabilité-là de faire face à ce qu'ils sont et leurs propres limites. Finalement, c'est d'ailleurs pour ça que tu es là, que chaque humain est là pour dépasser ses propres limites. Et même s'ils en souffrent, c'est eux qui choisissent de souffrir. C'est pas à toi de souffrir pour les autres, ça n'a pas de sens. On te demande pas de récupérer la misère humaine et après de te plaindre. C'est pas ça. Donc, sois conscient des responsabilités que tu as vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Et ta responsabilité, c'est sûrement pas d'inhiber qui tu es. Tu ne crées que plus de souffrance comme ça. Et donc, est-ce que c'est les égrégores qui ont affecté la foule qu'il a vue dans cette autre vie? Bien sûr, Hmm. bien sûr. En fait, la réalité, c'est que des égrégores agissent en permanence. Il y en a qui sont plus forts et qui sont beaucoup plus vicieux. C'est comme des échelons. C'est que lorsque l'inconscient est présent chez l'humain, il laisse la place à des choses. Sauf que, étant donné que l'humain en lui-même n'est pas à des sortes de protection, il est connecté à des choses qui sont très tangibles et très pures. La souillure, comme on peut l'appeler, mal, comme vous pourrez le citer, mais souillure est plus précis, euh, elle ne peut pas investir directement une personne. Il lui faut il lui faut comme c'est comme l'utilisation d'une drogue. On commence pas par un niveau très élevé, sinon le corps ne le supporte pas et à ce moment-là, la personne meurt s'il y a une trop grande dose. Et ça, c'est une protection qui est mise dans l'humain, qui lui permet de revenir avant que le corps soit trop souillé. Mais par habitude, en le donnant régulièrement, il devient de plus en plus, il tombe de plus en plus de ce côté-là, dans une notion de vice, dans cette notion de vicieux, et donc le terme vicieux dans le sens qu'il entretient un vice perpétuel pour aller jusqu'à quelque chose de plus en plus important, le contraire de la pureté. Dans l'impureté, il devient de plus en plus impur et, et accumule ça jusqu'à en arriver à un point où, mais ça dépend aussi je dirais des années, mais des siècles dans lesquels ça s'impose dans le siècle qu'on parlait juste avant. On brûlait les gens. Euh, L'impureté dans laquelle les gens étaient élevés permettait cette barbarie à arriver. C'est-à-dire que les gens étaient si inconscients et tellement touchés par l'impureté depuis leur enfance que on peut en venir à des actions qui peuvent sembler totalement inhumaines si on regarde d'un point de vue normal. Et enfin, le mot normal, c'est plus, j'utilise ce terme comme lorsqu'un enfant vient de naître et sa vision, on pourrait dire pure, mais c'est une vision en fait saine, Neutre. disons, neutre.
Et donc, comment est-ce que Nicolas ou n'importe qui d'autre pourrait se connecter à un autre égrégore, plus, entre guillemets, positif? La première chose, c'est le choix, c'est-à-dire le faire, c'est l'intention de vouloir se connecter à quelque chose de différent. D'où vient l'ouverture spirituelle des gens, la volonté de voir autre chose, de se connecter à autre chose qui vient, qui est aussi impulsé parce que, vous le savez, il y a des gens qui vous soutiennent tout le temps, des gens qui sont là pour vous accompagner, et c'est eux qui impulsent cette action-là. Et le problème, c'est que ces actions-là, souvent, elles naissent uniquement à partir du moment où les gens mettent une brèche, tellement fermé hermétiquement par toutes ces énergies-là qu'il faut une brèche, et cette brèche, elle vient du fait qu'on accepte qu'à un moment donné, on n'ait plus de vision du futur. Parce que finalement, c'est cette vision du futur, du mental, qui bloque beaucoup les choses. Elles ne permettent pas à l'ouverture d'autres énergies. Elles considèrent que les énergies sont là et qu'il faut falloir faire avec. C'est-à-dire, euh, c'est un peu comme la vision du monde du travail. C'est cette notion que le travail est ainsi, et donc vous devez choisir un travail à l'intérieur de celui-ci. Donc, on vous donne un choix parmi des choix limités, et seulement au moment où ça devient plus possible, parce que vous sentez bien que cette limitation n'est pas naturelle, qu'il y a bien d'autres choses, vient une fracture. Et là, dans cette fracture, selon l'intention qui est donnée, on donne d'autres choses. Soit la fracture amène à l'impureté, à l'utilisation de drogue, à des relations toxiques, soit la fracture amène à une ouverture spirituelle sur d'autres aspects. Ce qu'on appelle l'ouverture spirituelle, c'est simplement enlever ses limitations. La notion de spirituelle est un peu dévoyée aujourd'hui, c'est simplement le domaine naturel. L'univers est quelque chose de profondément ouvert et en expansion. Donc c'est les limites qui posent problème. Et donc, le, le principe, c'est de pouvoir ouvrir ses limites et donc de créer des fractures dans cela. Et de par l'intention, attirer des choses qu'on a envie. Mais pour créer la fracture, c'est ça qui est important. C'est comment crée-t-on cette fracture? La retraite est une manière de créer une fracture. Parce qu'on est dans une situation qui change complètement du quotidien. Et cette fois-ci, on est connecté uniquement à des choses qui nous appartiennent à nous à l'intérieur, ou à la nature, qui sont, elles, profondément alignées dans l'ensemble. Donc, le principe, c'est de créer une fracture, ce qui peut être provoqué par un rituel aussi. Mais étant donné que pas beaucoup de personnes sont... Enfin, il y a beaucoup de personnes à travers le monde, mais il est difficile de savoir si les intentions des gens sont bonnes. Donc, on n'est pas toujours sûr que lorsqu'une fracture est faite dans un rituel, elle peut s'amener à une intention bonne. Et donc, le mieux, c'est de le faire de par son propre chef. Et donc, en tout cas pour Nicolas, c'est ce qui s'impose, c'est que il a les informations qui lui sont données à l'intérieur de lui. Donc, il doit les chercher par lui-même. Il n'a pas forcément besoin de faire partie de rituels, ni même de, de choses particulières. Il a simplement besoin de se connecter à lui. Et d'ailleurs, c'est important qu'il le fasse, car il ne faut pas qu'il soit dépendant de quoi que ce soit. Il faut qu'il puisse être indépendant. Et pour être indépendant, il faut qu'il ait confiance en lui. Ça commence par sa propre confiance. Il a perdu une certaine confiance en lui. Il a perdu même une confiance en nous. Et ça, c'est dommage. Il faut qu'il puisse reconnecter avec cette confiance. Je veux dire réellement, pas uniquement avec les mots ou avec la pensée. Une vraie conscience. Et d'avoir confiance au quotidien qu'à chaque pas qu'il fait est lui-même surveillé et en même temps est protégé. Il va vers quelque part, mais ce n'est pas son mental qui contrôle ses actions. Ses actions sont régies de bien plus haut. Et la question, c'est de savoir, lorsqu'il fait ses actions, par qui il aura l'occasion d'être agi, soit par le côté qu'il préfère, c'est-à-dire agir pour la conscience, pour l'apparition du bien commun, soit pour d'autres. Et c'est là où il n'est pas au clair, même s'il l'a avec les mots, il n'est pas clair avec ça. Donc, dans son alignement intérieur et extérieur. Je ne comprends pas le mot aliment. Alignement, pardon. Alignement, oui, dans cet alignement, exactement. Mais finalement, c'est un aliment intérieur, de toute évidence, tout le temps. L'extérieur, finalement, c'est le positionnement qu'on a à l'intérieur qu'on dévoile, mais finalement, tout vient du positionnement intérieur, de sa propre vision intérieure, de ce qu'on ressent. C'est ça l'expérience humaine. Elle est profondément intérieure. Ce n'est qu'un reflet. Ce n'est pas la notion d'extérieur. C'est les personnages qui se jouent à l'intérieur de lui-même, qui construisent sa personnalité.
Et donc, l'information qu'il devrait avoir par rapport à sa propre famille, c'est une information sur son actualité à lui, c'est-à-dire comment il se place. Il faut comprendre que l'unité familiale, c'est une unité aussi qui vit en conscience et qui évolue en permanence, sur laquelle on a une action, et que la vision qu'on en a aussi est la vision de nos capacités spirituelles. D'accord? Et donc, la transmutation qu'il est capable d'opérer en lui-même aura une influence sur sa famille. C'est une réalité. Parce elle est représentative. Dans la vision qu'il en aura, bien entendu. D'accord? Il n'y a pas réellement de vision objective. Ça n'existe pas, puisque l'humanité, l'humain se vit en tant que personne. C'est une vision subjective. Il n'y a pas d'objectivité réelle. En tout cas, pas à votre niveau. Et donc, s'il devait le placer par rapport à sa famille, c'est de comprendre que les liens qu'il a en particulier avec certaines personnes, c'est représentatif, et donc les défauts qui sont inhérents à ces personnes-là, est représentatif d'une partie de lui. Et qu'il faut qu'il pacifie ces aspects-là pour que lui-même puisse en être libéré. Et alors, il a une influence sur sa famille. Mais vouloir agir sur sa famille de premier ordre, c'est de l'illusion. C'est comme vouloir changer quelque chose dans le miroir, alors que la réalité se situe sur soi. On risque simplement de se buter contre le miroir. Mais le miroir ne fait que refléter. Il n'y a rien à changer sur le miroir. Et à la limite, on pourrait nettoyer le miroir pour y voir bien mieux. Mais une fois que le miroir est propre, ça n'enlève pas le reflet qui est là, inhérent à ça. Donc, il faut ramener la main sur soi plutôt que sur le miroir et agir sur soi clairement. C'est ce qu'on pouvait citer par rapport à l'extérieur, le sujet qui était tout à l'heure mis par rapport à l'intérieur et l'extérieur. C'est qu'une question de miroir. Il n'y a pas réellement d'extérieur. Hormis le fait que la structure, c'est la structure de l'univers, soit miroir. Ça, oui, on peut qualifier d'extérieur. L'univers a cette capacité dans l'énergie de créer le miroir pour créer le réel, la 3D, en tout cas, la vision qu'on en a. Oui. Donc ça, c'est en effet un des aspects qu'on peut considérer comme extérieur, mais c'est la seule chose qui est réelle. Le reste n'est qu'intérieur. Et c'est le reflet. D'ailleurs, l'humain ne voit que le reflet, pas le miroir en lui-même. Mais même si on peut le conceptualiser, bien entendu. Très bien, merci. Alors déjà, avant de continuer, j'aimerais savoir si le corps va bien. Est-ce qu'il est encore capable de continuer cette séance? Bien sûr. Bien sûr. Donc, il a fait l'expérience d'une certaine dissonance entre les informations reçues lors d'une précédente séance d'hypnose et la réalité qui s'en est suivie après. Est-ce que vous pouvez réaligner de ce côté-là? Le terme dissonance, c'est pas Entre à guillemets, bien jouer. sûr. Je vois, j'entends ce qu'il dit. C'est dans son point de vue limité qu'il voit une dissonance comme un paradoxe. Le paradoxe n'existe pas en tout cas à notre niveau, à nous. C'est qu'à un moment donné, il doit faire confiance. Bien sûr que dans cette confiance, c'est-à-dire ne pas pouvoir voir ce qu'il y a dans le futur. C'est le principe de la confiance. La confiance se joue à l'instant présent, sur l'instant. Et c'est cet aspect-là qu'il pressent, mais qu'il ne fait pas. C'est-à-dire de vivre dans cet instant présent et dans la confiance de ce qu'on lui donne à chaque instant. Mais pour l'instant, il n'en est pas capable, par manque de confiance en soi, et par devoir aux autres. Il est trop influencé par l'extérieur pour pouvoir agir de cette façon-là, bien qu'il en aurait envie. Et donc, il faut qu'il puisse mettre une barrière, en tout cas une distance, entre les gens et ce qu'il est. Parce que le problème, c'est qu'il imagine ce que les gens pensent. Ce qui n'est pas la réalité, chacun est dans son propre monde et les gens agissent en manière de leur monde. Et donc, c'est cet aspect-là où j'en viens, c'est que il voit un paradoxe entre sa propre vie et entre son monde, son chemin, ce qu'il doit faire, c'est-à-dire les informations qu'on lui donne par lui-même, et sa vie humaine, comment dire, parentale. Mais la réalité, c'est que elles sont fondamentalement liées. Elles sont fondamentalement liées. Et la façon dont il la vit sont liées à ses propres limites. Il y a une notion parentale, une façon d'éduquer les enfants chez les humains. Et même s'il essaye de choisir une manière parentale qui lui semble la plus appropriée, elle reste limitée. Elle reste limitée aux champs qui sont possibles par les humains de voir. Il n'y a pas d'innovation possible. La vraie question est, peut-on continuer à recommencer ce qui a déjà été fait? Non. La nature se renouvelle en permanence, elle choisit d'autres chemins. Il faut qu'ils choisissent d'autres chemins.
Et ces autres chemins, il doit les choisir en quittant cette vision humaine des choses. Et il faut qu'il ait confiance que cette vision qui est différente de l'humain n'est pas mauvaise. Et c'est ça le problème. C'est qu'il aura peur que ça soit un mauvais choix. Et pourtant, il en voit les conséquences aujourd'hui des choix qui ne sont pas, qui ne sont des non-choix. Donc, il vaut mieux, en fait, faire une erreur qui peut se régler sur l'instant, plutôt que faire une erreur qui aura une répercussion bien plus tard, et cette répercussion bien plus dure à vivre. Parce que le temps aura passé et que la culpabilité va naître, puis la honte, puis ce sont des émotions qui sont très difficiles à vivre pour les humains. Et finalement, un problème qui s'opère directement sur l'instant et qui est réglé sur l'instant ne crée que peu de dommages, en fait. Même une souffrance sur l'instant, bien sûr qu'il y aura sûrement de la souffrance dans des actions qu'il devra faire. Mais si la souffrance est sur l'instant et n'est pas émotionnelle, elle est bien moindre. Et c'est cette peur de souffrance instantanée qui fait peur d'ouvrir d'autres champs, en tout cas pour Nicolas. Merci. Et à un moment donné, on a essayé de, entre guillemets, dissoudre une sorte de chose qu'on a appelée pierre ou tête ou je ne sais quoi. Et ça a à la fois fonctionné et à la fois pas fonctionné. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur cette chose? Il faut comprendre que si à la base tout est lié à cette notion de torus, à cette énergie, d'accord, pour descendre en vibration, pour pouvoir changer de plan, étant donné que l'énergie est bien plus grande que celle qui est présente aujourd'hui dans un corps humain, on est obligé de la limiter en quelque sorte. En tout cas, de mettre sa conscience dans un niveau précis. Pour pouvoir la mettre dans un niveau précis, il faut, comme à l'image d'un filtre qui va dans un cours d'eau diminuer comment dire, l'intensité ou grandir son intensité, le principe c'est de diminuer son intensité pour être humain, c'est-à-dire diminuer le niveau de conscience qui est à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même en étant humain, nous vivons en même temps d'autres aspects de nous-mêmes. Nous sommes encore bien plus grands que ça. Et donc, dans l'expérience qu'il a aujourd'hui, dans le torus qu'il a, même si son torus pourrait être bien, enfin, l'énergie, la fluidité qu'il y a à l'intérieur de ce mouvement qu'il appelle le torus pourrait être bien plus important, d'accord? Il y a une obligation de limitation pour qu'il puisse vivre l'expérience de l'humanité, de l'humain, parce qu'il vit l'expérience de l'humain. Et, et à partir de là, il doit quand même, dire à partir du moment où son corps physique est humain, il y a des limitations à mettre en place qui sont liées à l'expérience humaine, mais qui ne sont pas des blocages sur lesquels lui doit intervenir. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas là. Sinon, il lui suffit simplement de mourir pour sortir de son enveloppe humaine. Et cette limitation disparaîtra. Mais c'est pas la question, c'est pas le jeu dans lequel il a choisi de jouer. Il a choisi ses limitations précises. Parce que c'est ici que se joue. C'est là où se joue le jeu, en quelque sorte. Oui. D'accord, donc ce jeu de la vie, ce Maya. Ce jeu de la vie, cette dimension, ce choix. C'est avec ces limitations-là qu'il a choisi de pouvoir agir en conscience. C'est dans ces limitations de conscience qu'il a choisi de faire évoluer sa propre conscience. C'est là où se joue le jeu, c'est limiter la conscience pour en avoir simplement un bout. Et dans ce bout-là, qui est donc limitée par rapport à son niveau global de conscience, qu'il doit agir et donc trouver d'autres chemins. Et c'est en trouvant d'autres chemins qu'il grandit son niveau de conscience, parce qu'il devra utiliser d'autres aspects qu'il n'avait pas forcément dans sa grande conscience. Et en limitant, en allant dans dans des vibrations plus petites, comment dire, toute la conscience qu'il aura récupérée supplémentaire se multipliera lorsqu'il regrandira. Comme une arborescence. Même s'il arrive ne serait-ce qu'à prendre un petit grain de conscience supplémentaire. Lorsqu'il reviendra à son niveau de conscience, ce petit grain deviendra une graine énorme et sera un autre champ de possibilités qui lui sera ouvert. C'est, de mon avis, en tout cas, ce que propose l'expérience humaine, ce qu'il vit, ouvrir d'autres champs de conscience. Très bien. Donc, je vais simplement demander, est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message à transmettre à Nicolas avant de terminer cette séance? Il doit cultiver ces moments de profonde, comment on pourrait qualifier ça?
ces moments en conscience où sa conscience s'expand, donc cette expansion de conscience qu'il se fait, comme ça peut se faire pendant l'hypnose, cette expansion de conscience qui peut se faire de façon quotidienne à travers une pratique de la méditation, une contemplation ou encore euh, en, en poussant certains concepts, doivent être cultivés dans le quotidien. C'est-à-dire essayer au maximum dans son quotidien dans lequel il est, d'arriver à des expansions de conscience. Il faut comprendre que son quotidien, c'est-à-dire la façon dont on vit en tant qu'humain, ce paradigme humain, cette vision qu'on a d'humain et donc ses propres buts, cette société, comme on pourrait l'appeler, ce tronc commun qui est lié à tous les humains dans lequel ils se nourrissent en permanence, d'accord, on pourrait qualifier d'égrégore, peu importe, mais est lié en fait à une tonalité de conscience, c'est-à-dire que l'humain est déjà dans une expansion de conscience, un état d'altération de conscience lorsqu'il vit au quotidien. Et c'est pas sa nature de conscience basique, s'il y a, bien entendu, une notion basique comment dire, énergétique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain au quotidien, dans son choix qu'il a fait, donc dans cette limitation, est dans une altération de conscience, déjà. Et donc, toute autre altération de conscience est une manière de s'émanciper de cette vision, de ce système, de cette société. D'où les notions, d'où les réponses qui sont différentes, bien entendu. Il y a plusieurs plans, plusieurs manières, plusieurs altérations énergétiques et plusieurs manières de pouvoir se construire, mais c'est une manière de faire une fracture, de construire une fracture dans cet aspect société, parce que la société matérielle telle qu'on la voit, d'accord, et n'est que la réponse énergétique, la vision qu'on en a, d'accord, le lien qu'on en fait. Donc plus on crée une fracture, d'accord, et plus cette fracture est nourrie par la pureté, par le bon, le bien, le vrai, d'accord, plus il pourrait y avoir une différence dans cette société. Mais il faut comprendre qu'il y a des fractures qui sont créées, notamment par la peur, ou c'est l'impureté elle-même qui est ingérée, qui est donnée. C'est le cas, par exemple, avec cette pandémie, ou en tout cas cette action qui est jouée. C'est une manière de créer une fracture dans le quotidien et qui crée en fait une réalité qui se matérialise d'une certaine manière. C'est volontaire. Beaucoup de personnes qui ont ont une connaissance étendue sur l'énergétique et connaissent la manière dont fonctionne, donc dont on peut agir. D'accord, ils comprennent que certaines choses ne peuvent pas être imposées par l'humain. L'impureté n'étant pas quelque chose de naturel chez l'humain, elle doit être injectée en quelque sorte. Mais pour être injectée, il faut pouvoir passer cette protection qui est en permanence renouvelée, qui est le travail d'ailleurs de chaque humain, ton travail à toi, le travail de chacun, de pouvoir continuer et augmenter en conscience. Et donc il faut comprendre que le quotidien, la manière dont le quotidien est organisé, est une manière d'inhiber ça. Et surtout, parfois, par la peur, notamment par la peur sur d'autres aspects, de créer une fracture pour faire introduire l'impureté. Et beaucoup de personnes n'ont pas conscience de le niveau d'impureté dans lequel l'humain, le système humain est basé. Dans des champs d'inconscience qui sont placés, mais le niveau d'impureté est à un niveau très important, et heureusement, car il ne serait pas capable de pouvoir euh, le vivre réellement, tellement le choc est fort. Donc, pour l'instant, c'est important qu'il y ait cette protection. Mais lorsqu'on monte en conscience, il faut comprendre que c'est aussi une manière de récupérer une partie de l'inconscient. Et donc, dans cet inconscient, de devoir transmuter et d'avoir un regard sur la réalité de la construction humaine. Voilà. Et si je devais finir sur ça, l'utilisation de drogue, ou en tout cas de manière qui altère l'esprit, mais qui fracture, qui crée une fracture, d'accord, minime au fur et à mesure, euh, euh, ont tendance à être, comment dire, à attirer l'impureté. Et donc, on retrouve des personnes qui foncièrement, lorsqu'ils sont drogués, se mettent à avoir des comportements ou à avoir des visions et vivre dans un paradigme qui est très difficile et qui, aujourd'hui, n'est pas accompagné par le paradigme humain en général, parce qu'ils ne sont pas capables de gérer un tel niveau d'impureté. Le terme impureté et pureté est très difficile à passer. Il ne faut pas prendre le mot en tel quel, d'accord? C'était pour éviter de parler de bien ou de mal
ou de bon ou de mauvais, mais lorsqu'il est très conscient dans le monde dans lequel il vit, parfois le vide peut être simplement plus intéressant que ce qui est proposé. Et donc, c'est juste une ouverture vers le futur, une ouverture vers quelque chose de mieux. Donc, c'est ça qu'il doit faire, c'est ne pas avoir peur réellement se lancer, réellement avoir confiance. Oui, donc c'est donc en fait dans ce vide, il y a la peur de quelque chose qui pourrait aller moins bien, mais dans ce vide, il y a aussi la chose qu'il veut réellement. C'est ça? C'est ça. Hmm. Très bien. Merci beaucoup. Merci Merci. à toi.